Je vais vous résumer ce livre, Mangeons vrai, ou dit autrement, halte aux aliments ultra transformés. Au final, on va aborder l'alimentation à travers 3 sujets, le fait qu'on puisse avoir une nourriture saine, éthique et durable. C'est une édition de 2017 de 253 pages. Donc son auteur a fait des études en sciences de la vie. En 89, il a intégré AgroParisTech et du coup, il a étudié la science des aliments et de la nutrition. Cette double casquette aliment-santé se révélera en fait un atout formidable pour la suite de sa carrière. Il a fait une thèse sur les pâtes alimentaires. Le but était de mieux comprendre pourquoi les pâtes sont une source de sucre lent et de voir effectivement comment ça fonctionnait. À la suite, du coup, à cause de ça, il a été embauché par la société Lu au niveau de leurs biscuits pour voir comment en faire des sources de sucre encore plus lents. Et puis ça n'a pas duré très longtemps, en fait il est revenu à la recherche publique en 2003. Ce qui fait que c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'on verra qu'il fait partie sûrement de la recherche sur ces sujets qui est déconnectée des industries agroalimentaires. Alors le livre va d'abord parler de la santé, bien sûr. La première chose, ça va être... donc je vous montre le sommaire, vous pourrez jeter un petit coup d'œil en faisant des pauses après si vous le souhaitez. Je vais parcourir une partie de ces chapitres-là. Sachant qu'au tout début, quand on parle de santé, on va parler de l'espérance de vie en bonne santé. Parce que voilà, tout le monde connaît les 80 et quelques années en espérance de vie. Mais l'écart, il est de 21 ans pour les femmes entre cette espérance de vie autour de 80 ans, qui est donc le moment auquel effectivement la mort parvient, et puis l'espérance de vie en bonne santé. Et une vingtaine d'années, c'est pas rien. Donc ça va être une partie du sujet du début de ce livre, ça va être de parler effectivement pourquoi les connaissances que l'on peut avoir aujourd'hui n'aident pas davantage la population à améliorer sa santé. C'est quand même un vrai sujet puisque en 2014, la prévalence mondiale du diabète était estimée à 9% chez les adultes âgés de plus de 18 ans. Ça nous fait quand même 450 millions de personnes sur la planète qui sont atteintes de diabète. Et puis, la partie obésité, surpoids, c'est 35% du total des adultes qui sont en surpoids. Et 600 millions, ça nous fait aussi 600 millions d'obèses. Donc ces chiffres sont assez faramineux. Sachant que des recherches montrent qu'en 2030, le diabète sera la 7e cause de décès dans le monde. Les maladies chroniques, maintenant, on est en 2012. Ça, c'est la Haute Autorité de Santé en France, qui dit que plus de 15 millions de Français, soit en gros 25% de la population, souffraient d'une maladie chronique, avec une prise en charge en face au niveau des dépenses santé qui représente 66% des dépenses. Donc ces maladies chroniques sont un sujet fondamental, parce qu'effectivement il faut bien séparer ce qui est une maladie aiguë, ponctuelle, avec une maladie chronique qui est dans de la répétition. Et puis après il nous explique, ça c'est 2010, donc c'est la sécurité sociale qui nous sort ces chiffres-là. Donc nombre total de décès en France en 2010, un peu plus de 500 000 personnes. Et voilà en gros ce qui peut être attribué, on va dire, à l'alimentation. C'est tout ce pavé-là, donc c'est 36%. C'est pas rien, ça fait presque 200 000 personnes. Maladie cardiovasculaire, premier paquet. Et puis par exemple, si on prend le cas du diabète, ici, ça représente quand même presque 11 000 personnes de décès en France par an dû au diabète, donc relié directement à l'alimentation. Je donnerai mes conclusions à la fin, mais on reparlera de ce sujet-là qui est quand même fondamental pour savoir effectivement mais qu'est-ce qu'on peut faire en final. Après, c'est manger sainement, ça veut dire quoi? Donc bien sûr, dans ce livre, il va essayer, c'est quand même le but, mangeons vrai, c'est du coup mangeons vrai pour la santé, le côté éthique et le côté durable. Je vais surtout souligner le côté santé d'ailleurs dans ce résumé. Mais manger sainement, ça veut dire quoi? On a vu que ce n'étaient pas les matières grasses ou les sucres qui sont responsables des maladies chroniques. Ce sont plus les maladies ultra transformées. Donc au passage, il y a énormément d'études. À chaque affirmation comme ça, il y a une étude en face. L'explosion des maladies chroniques est concomitante avec l'hyper-industrialisation de l'alimentation. Manger sainement, c'est manger vrai. C'est manger de la vraie nourriture, des aliments naturels et peu transformés. Bien sûr, on parle de nourriture. Il y a aussi la sédentarité, le manque d'éducation nutritionnelle, parce que souvent c'est parce qu'on ne sait pas que l'on mange de telle ou telle manière, et c'est aussi l'approche réductionniste
appliquée à la nutrition humaine. On en reparlera un petit peu après. En final, c'est vrai que c'est une approche qui a considéré les aliments comme une somme de nutriments ou de calories. Et en final, on a voulu expliquer un système complexe et entier en le fragmentant et en le décortiquant en entités isolées. Voilà, c'est une vision mécanistique du monde qui, en final, nous a été utile à un moment donné pour commencer à comprendre, mais sincèrement, maintenant, ça serait temps d'en sortir. Parce que les 3 règles d'or qu'il va maintenant développer, c'est manger de vrais aliments, surtout des végétaux, et des végétaux le plus variés possible. Alors après, on va commencer à regarder notre assiette, et du coup ce qu'on est susceptible de mettre dans notre assiette. Sur cette illustration, que je vous laisse lire, hein, ça se traduit par plus vous avez de difficultés à reconnaître l'aliment d'origine, et plus la liste des ingrédients sur l'emballage est longue, plus la probabilité est grande que vous soyez en face d'un aliment ultra transformé. Il passe 11 aliments ultra transformés à la loupe en les expliquant pas par pas. Donc je vais en citer quelques-uns. Par exemple, on a les céréales du matin, ceux au chocolat là, qui sont tombés du nid. Je ne vais pas citer de marque ici, bien sûr. Donc c'est 4 additifs et c'est 7 ingrédients avec une fonction technologique. Autrement, 7 ingrédients qui sont là uniquement pour que le produit soit beau, qu'il ait un bon goût, qu'il dure longtemps ou autre. Et avec sa méthode de préparation, de cuisson-extrusion, bon déjà l'effet matrice est perdu, on en reparlera un peu après, et le potentiel de satiété, il est très bas, il est de 1,8 sur 5. Donc en gros, ça à manger le matin provoquera très probablement une faim quelques heures après. Et deuxième exemple, c'est le dessert lacté là, qui ne fait pas la taille épaisse, qui est plutôt forcément vers du 0% de matière grasse. Hein. Là, c'est 8 additifs et c'est 13 ingrédients ayant une fonction technologique. En gros, comme c'est de l'eau, puisqu'on a retiré la graisse, eh ben, il faut rajouter énormément de choses pour que ça ait une consistance qui se rapproche d'un yaourt ou quelque chose qui ressemble à un aliment et qui ait du goût, etc. Donc voilà, c'est de l'eau et des agents techniques. Et ces agents techniques, franchement, non seulement ils ne sont pas faits pour nous nourrir, mais en plus ils vont avoir des effets délétères, comme on va le voir au fur et à mesure. Le chapitre 2 concerne les vrais coupables des maladies chroniques. Bon, au final, on va déjà jeter un coup d'œil aux ventes de produits ultra transformés dans le monde, avec la France qui se trouve ici, en gros, au milieu de peloton par rapport aux États-Unis, mais à bien comparer quand même avec la Chine, qui a encore gardé beaucoup de traditions, sûrement aussi par sa population élevée, et surtout dans les campagnes, mais la Corée du Sud aussi, par exemple. Donc plus un pays est urbanisé, plus ses habitants consomment de produits ultra transformés. On le voit ici, ça c'est le pourcentage de population vivant en zone urbaine, avec les ventes de produits transformés. Et plus le revenu par habitant est élevé, idem, plus on va vendre de produits ultra transformés. Enfin, la prévalence de l'obésité, qui est ici en ordonnée, qui est fortement corrélée avec les ventes au détail de produits ultra transformés. Donc tout ça, même si ce ne sont que des corrélations, peuvent quand même nous faire supposer qu'il y a une relation entre ces différentes choses, aliments ultra transformés et santé dégradée. Donc en final, le chapitre suivant, on pourrait dire, en final, c'est vrai, pourquoi ne pas avoir une classification des aliments en Europe qui nous permettrait de s'y retrouver, parce qu'on a du mal à s'y retrouver. Alors effectivement, il y a une classification brésilienne qui s'appelle NOVA, qui consiste par exemple à classer les éléments en produits naturels, donc on a notre ananas ici qui est naturel, transformé déjà il est en boîte, donc effectivement on a déjà un premier stade de transformation, et les ultra transformés, les jus déshydratés, déshydrater un ananas, le mettre en poudre, le faire voyager, lui remettre de l'eau pour lui faire un jus de fruits, on comprend tous bien que c'est un aliment ultra transformé. Et cette classification NOVA elle est intéressante, en final il y a 4 groupes. Le premier groupe c'est les aliments bruts, ou peu transformés. En deuxième groupe, on a les ingrédients culinaires. Dans le groupe 3, on a les aliments transformés, donc par cuisson, séchage, fumage, fermentation, salage ou conserve. Et dans le groupe 4, les ultra transformés. Et en final, les aliments des groupes 1 à 3 devraient constituer la base de notre régime alimentaire. Et ceux de groupe 4 devraient être consommés avec une grande modération.
il est probable qu'il ne devrait pas représenter plus de 15% de nos apports énergétiques quotidiens. Ça devrait rester une niche et des aliments de secours au final. Ça, c'est reconnu par les décideurs politiques dans les rapports de la FAO. Voilà, il reste à voir maintenant comment ça peut arriver plus bas, chez nos industriels ou chez nos politiques aussi, qui doivent quand même s'occuper de notre santé normalement. Le chapitre 4 nous va détailler l'histoire du réductionnisme. Parce qu'en santé, prévenir, c'est agir sur la cause en même temps que sur les effets. Et c'est quelque chose qui effectivement maintenant n'est plus très présent. Corriger les effets participe d'une approche réductionniste, tandis que de chercher à changer les causes, lorsqu'elles sont multiples, participe à une approche holistique. Donc effectivement, il va opposer approche réductionniste avec approche holistique, qui aujourd'hui n'a que peu de droits de cité dans les milieux scientifiques. Et plus les recherches en nutrition tiendront compte de la complexité et de la réalité, plus nous pourrons produire des résultats exploitables dans la vraie vie et durables sur le long terme. Donc la philosophie de la nutrition en Occident, qui est partie intégrante de la santé, en final, si on se rappelle de ce que disait Hippocrate, hein, que ton aliment soit ton seul médicament, et sa vision se fondait plus sur la prévention que sur des mesures curatives. Et aujourd'hui, on est trop éloigné de ça. Une science de la nutrition holistique possède des attributs à la fois physiques, sociaux et environnementaux. Donc on va retrouver ces trois règles d'or et son approche qu'il va détailler dans son livre de manière assez globale. Que moi je vais passer sur les parties éthiques et durables, non pas qu'elles ne soient pas importantes, mais ce n'était pas le centre de ma préoccupation en lisant ce livre. Il va parler après de deux personnes là, donc il y a Skrinis qui a en fait fait un apport intéressant pour l'histoire de la science nutritionnelle. Et ça c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet aussi de resituer les choses. Il y a une période de quantification qui en gros s'étale de 1850 à 1950, qui était plutôt contrôlée par des chercheurs et qui cherchaient à découvrir et à quantifier les nutriments dans les aliments et les besoins nutritionnels de l'organisme. En gros, on était centré sur les maladies liées à des déficits nutritionnels, et donc on voulait comprendre qu'est-ce qui pouvait manquer pour ces maladies pour éviter d'avoir des déficits. Après, on a eu la période des bons et des mauvais nutriments. Ça, c'est au début des années 60, période plutôt contrôlée par les pouvoirs publics. Là, on cherche les nutriments à éviter ou à réduire, et ceux à privilégier pour lutter contre déjà les maladies chroniques. Et puis, au milieu des années 90, on a commencé à parler des aliments fonctionnels. Et ça, c'est nouveau, on va dire, et c'est pas encore apparu ni dans les industries, ni dans la population. C'est, en final, quels sont les aliments qui exercent un effet bénéfique sur une ou plusieurs fonctions cibles de l'organisme, de manière à améliorer la santé, le bien-être ou à réduire les risques de maladie. Et là, du coup, l'industrie alimentaire s'est quand même dit ça peut être intéressant ça, et ils nous vendent des produits bricolés, des produits dans lesquels on va rajouter un peu de poudre de ci, un peu de poudre de ça, en disant voilà un alicament. Et ça, du coup, ce qui serait intéressant, c'est que chacun se réapproprie cette histoire de nutrition fonctionnelle pour comprendre comment orienter sa propre nourriture de tous les jours. Et la deuxième personne citée, c'est Colin Campbell. Donc là, j'en parle pas du tout puisque je vous renvoie à ma vidéo sur l'enquête Campbell que j'ai pu faire pour résumer cette étude très très intéressante qui montrait en gros que, par rapport aux pays étudiés, tous ceux qui étaient plutôt centrés sur des produits végétaux s'en portaient beaucoup mieux d'un point de vue maladie chronique. Donc aujourd'hui, ce qui manque, ce sont les chercheurs transversaux et généralistes, au final, qui sont du coup plus subventionnés, et c'est plutôt les industries qui subventionnent les études et qui s'en servent directement. Et du coup, on manque de publications, on manque d'informations sur tout ce qui est appris au niveau de la nourriture fonctionnelle. Le chapitre 5 nous parle du réductionnisme appliqué aux céréales. Alors là, on a une manière de présenter les choses qui peut être des fois un peu surprenante, mais on parle de cracking, pour faire un parallèle avec le pétrole. Et du coup, effectivement, le blé, en fait, il est craqué, il est explosé en multitude de choses. On récupère le germe d'un côté, on récupère le son, on récupère de la farine, dont on peut aussi extraire du gluten, qui va être utilisé pour rendre encore plus élastique certaines pâtes, pâtes à pain, etc., ou à pâtisserie. Donc effectivement, on se rend bien compte, on s'en doute un peu, mais quand on voit ce genre de schéma, franchement, ça peut faire peur, parce que, quelque part, chacun fait ce qu'il veut, mais on pourrait se dire, on n'en veut pas de ça, on préférait manger du blé comme avant, du blé
du blé complet, du blé avec du levain, mais pas quelque chose qui passe comme ça dans tout un tas de machinerie et dont on a séparé le tout. Et en final, les cellules humaines, comme il explique, ne sont jamais en contact avec un seul composé bioactif à la fois, mais avec un cocktail de nutriments qui interagissent et qui peuvent agir en synergie. Et si on sépare les choses, et bien, au final, on a cassé cet élément de vie fondamental qui était qu'on a été au contact toujours avec des aliments entiers et complets. L'effet d'un aliment sur l'organisme, et donc à long terme sur la santé, ne dépend pas uniquement de sa composition nutritionnelle. C'est cette histoire de tout qu'on va du coup séparer et qui va nous faire cruellement défaut. Et bien sûr, il en reparle ici, il faut bien sûr tenir compte du niveau d'activité physique des gens, de leur cadre de vie, etc. Il est bien sûr centré sur la nutrition, mais régulièrement il reparle du reste aussi, parce que je pense qu'on ne doit pas tout centrer sur la nutrition. Alors après, quelques pistes pour passer du réductionnisme à l'holisme. Premièrement, les céréales à grains entiers doivent être considérées comme des paquets de nutriments et de micronutriments en final. C'est pour ça qu'on pousse, entre guillemets, quand je dis pousse, on pousse pas, mais on réexplique gentiment que avoir une alimentation à partir d'aliments bruts, voire complets ou semi-complets, c'est quand même la base et c'est essentiel par rapport à notre santé. Chapitre 6, il va exprimer plusieurs règles. Donc la première, c'est 85% de produits végétaux minimum et 15% de produits animaux maximum. Donc il va parler du côté durable, bien sûr, mais il faut savoir qu'il n'y a pas que le côté durable dans cette affaire, bien sûr, puisqu'on s'intéresse ici beaucoup à la santé. On voit sur ce petit schéma là ici qu'on retrouve tous les aspects qu'il va traiter dans ce livre. Je parle beaucoup de la santé, bien sûr, vivre longtemps et en bonne santé, nos besoins nutritionnels, d'ordre 1 pour les maladies chroniques, et la sécurité alimentaire pour éviter tout ce qui est polluant, bien sûr, pesticides et compagnie. Mais il parle de tous les autres aspects dans son livre. La disponibilité alimentaire, aujourd'hui, en gros, on a 4500 calories pour les États-Unis et moins de 2500 calories au niveau Afrique subsaharienne. Donc ça, c'est par personne et par jour. Sur cette base de 4500 calories fournies par l'agriculture, 800 kilocalories sont perdues dans les champs par des maladies, les insectes, le stockage. 1500 kilocalories sont dédiées à l'alimentation des animaux, qui n'en restituent en moyenne que 500 dans l'assiette. Et on peut aussi citer 800 kilocalories qui sont perdues en gaspillage. Donc on voit les différents aspects là, au niveau alimentation de la population globale mondiale. On voit les pertes à différents endroits, les gaspillages, et puis la partie nourriture animale qui forcément en restitue qu'une partie. Donc l'idée, c'est consommer moins mais mieux, donc plus de végétaux. Les produits végétaux sont généralement en plus des produits qui nous apportent une satiété plus importante. S'ils sont peu transformés, entre autres grâce aux fibres alimentaires et aussi aux antioxydants bien sûr et anti-inflammatoires et tous les micronutriments qu'ils composent à partir du moment où ils sont peu transformés et peu cuits. Donc, il dit, entre autres, de penser aux légumineuses. Effectivement, en France, c'est quelque chose qui est parti un petit peu loin de nos assiettes. Et puis, il termine ce chapitre en parlant du flexitarisme, en disant, en final, pas de dogme, pas d'exclusion absolue. Une approche modérée et raisonnée est sûrement ce qui est le plus intelligent. Et ce ratio 85-15, eh bien, en final, déjà, il permet à nos systèmes alimentaires d'être durables, notamment à l'horizon 2050, pour nourrir les 9 milliards d'êtres humains. Donc ça, c'est intéressant aussi, parce que des fois, on entend des petites citations qui disent oui, encore heureux que l'industrie est là pour nourrir tout le monde. Et bien voilà, il suffit juste de penser le curseur où on le situe, entre trop de produits animaux, y compris tous les produits laitiers. Quand on voit matin, midi et soir les produits laitiers à travers différentes sources, ça reste des produits animaux. Et donc en final, ce qu'il dit, c'est pas plus de 330 kilocalories d'origine animale par jour. La règle 2, c'est limiter les produits ultra transformés. Donc là, c'est pour redonner aussi des ordres de grandeur. Si dans l'alimentation, plus d'une calorie sur 6 provient de produits ultra transformés, le risque d'obésité augmente. Voilà, c'est un chiffre que l'on peut retenir. Il y a pas mal d'études qui sont citées. Par exemple, le riz blanc consommé trop souvent augmente le risque de diabète de plus de 17%. Donc ça, vous pourrez voir les études dans ce livre.
Un sujet très intéressant, c'est l'effet matrice, en final. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. L'effet matrice, en final, c'est bien beau d'avoir ces micronutriments et de les séparer, mais on a juste oublié que tout ça, c'est dans une matrice, c'est dans un ensemble, et à composition strictement identique, avec des matrices différentes, deux aliments n'auront pas les mêmes effets sur l'organisme, et donc, à long terme, sur la santé. Donc, à partir du moment où on transforme, on a un effet délétère sur cette matrice, et qui va du coup nous avoir des impacts délétères aussi sur notre santé. Il nous parle beaucoup des produits céréaliers liés à ces études de recherche sur les pâtes alimentaires et autres, là, avec entre autres le fait d'avoir un impact sur l'indice glycémique plus élevé quand les pâtes sont trop cuites, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qu'il explique, qui peut paraître surprenant au début, mais qui est une réalité. Il nous parle aussi de l'effet matrice relié à la satiété. Quand on a des aliments qui sont du coup avec une faible satiété, on va avoir tendance à grignoter entre les repas. Donc il nous faut à la fois les apports micronutritionnels liés aussi à cette matrice pour avoir la globalité et notre satiété au final. Éviter de grignoter, c'est quand même intéressant. Donc beaucoup d'études, il a fait lui-même des études avec son équipe. Ils ont passé en revue 380 aliments prêts à consommer. Et ils ont montré que plus un aliment est transformé, plus son index glycémique est élevé, et moins il nous permet d'atteindre la satiété. Donc intéressant, et n'oublions pas, il parle de Big Food, cette vision holistique des aliments n'intéresse que peu l'agro-business, qui a trouvé, du coup, dans la pensée réductionniste, une source de profit viable et durable, en créant des aliments recombinés et reformulés à foison. Et n'oublions pas ces ordres de grandeur, ce genre de produit, en face, le pouvoir calorifique est super élevé, et quelque part, c'est un produit plaisir, comme d'autres, mais en gros, un produit comme ça pour la journée, et ça semble être un maximum. La troisième règle, c'est diversifier son alimentation, manger bio, local et de saison. Des choses que je retrouve beaucoup dans les différentes lectures et que vous trouverez dans toutes mes autres vidéos. Mais manger varié, des aliments peu transformés, c'est effectivement une stratégie pour éviter les déficits. Et c'est vraiment la stratégie à retenir. Varié, le plus brut possible, local de préférence, bio avec l'étiquette ou pas. En fait, si on a des produits issus de jardins locaux ou de paysans locaux dont on sait comment ils travaillent, c'est très bien aussi. Et la biodiversité de ces produits, c'est ça qui fera un apport large de micronutriments. Donc c'est bien la variété qui prime sur la quantité, ça c'est vraiment essentiel, il le développe beaucoup. Je vais faire court, mais c'est la base. Il parle aussi des compléments alimentaires, pour savoir si effectivement ça peut améliorer la santé. Il dit que c'est 20, en final, ça peut être valable ponctuellement, mais à part remettre à plat notre alimentation globale et avoir une approche holistique, les compléments ne peuvent pas être une solution à moyen long terme. Chapitre 9, y a-t-il un seul régime sain? Et là, j'aime bien cette approche, bien sûr, parce que la réponse est non. En final, on est tous différents, on a tous nos cultures, nos traditions, nos réalités socio-économiques. Et donc, à chacun, à partir de ces informations, se réapproprier ses connaissances pour adapter ce que l'on mange tous les jours, au cours de la semaine, des mois et de l'année. Il nous dit juste de repenser aux légumineuses, aux fruits à coque qui effectivement sont parfois oubliés, aux céréales aussi, avec les céréales, le grain, les céréales complets ou semi-complets, pas les produits explosés qu'on retrouve dans les aliments industriels. Le chapitre 10 nous parle du déclenchement des maladies chroniques. Donc là, je vais faire court, mais c'est intéressant, et quelque part, sur ce schéma-là, ça va un peu se résumer. On a du coup deux choses déclencheuses, c'est l'obésité et le diabète de type 2. Quelque part, quand on commence à être dans cette problématique-là, souvent les autres choses vont en découler. Alors on a des passerelles, comme il appelle, des maladies passerelles. Le foie souvent est un des premiers éléments, un des premiers organes qui va subir cette problématique initiale. Les reins, idem, la digestion aussi bien sûr. Et comme beaucoup de choses passent par le côlon, on va avoir après effectivement des interactions entre tout ça et d'autres maladies qui vont en découler. Donc ce chapitre est assez bien détaillé, et moi je vais le résumer juste ici par ce schéma, mais il apporte beaucoup d'informations intéressantes sur la relation de cause à effet entre l'alimentation
donc l'obésité et le diabète de type 2, et la finalité de ces maladies chroniques. Bien sûr, les choses sont liées, bien sûr, on a notre part de responsabilité, il suffit juste d'apprendre, de comprendre et de s'adapter. Voilà, après, du coup, en gros, il dit comment on peut faire autrement, quel avenir pour la science de la nutrition. Le pouvoir est entre nos mains, effectivement. Quelque part avant, on était à une approche réductionniste qui, on l'a vu, a eu des choses positives. Ça nous a permis de comprendre qu'il fallait de la vitamine B12 ou certaines choses pour éviter tel ou tel type de maladie dégénérative. Donc on était dans du curatif. Et puis, on va plutôt passer à ce qu'on aimerait maintenant, c'est une approche globale, avec du préventif, parce qu'une bonne nutrition, on le sait maintenant et on le démontre tous les jours, maintient une bonne immunité et nous éloigne des maladies chroniques. Et de pouvoir avoir des groupes alimentaires selon les degrés de transformation, ça pourrait être très très bien, effectivement, et ne pas oublier la structure des aliments. Donc voilà pour ce que lui, il apporte. Pour ce qui est de ma part, effectivement, comme il dit, nos aliments se détériorent et nous regardons ailleurs. Quelque part, on se dit, bon, allez, ça passe, puis c'est bon quand même, et puis je reprendrai bien un peu, et puis c'est bien que ça soit un peu sucré, et puis c'est pas si grave. Et puis, voilà, effectivement, l'espérance de vie en bonne santé diminue, et on se plaint dans notre voisinage du nombre de morts par le cancer, bien supérieur à certains virus qui passent de temps en temps, et puis en final, on a l'air d'oublier vraiment les racines et les causes de tout ça. Donc, non, bien sûr, c'est ce que démontre ce livre, il y a bien une relation entre l'alimentation, surtout les aliments ultra transformés, et notre dégénérescence globale, nos maladies chroniques. Le diabète, on a vu tout à l'heure, c'est presque 11 000 personnes par an qui meurent du diabète, et donc on affecte directement à l'alimentation. Des simples changements peuvent faire la différence. Il y a ce que je peux faire tous les jours avec les gens qui me consultent, mais il y a ce que j'ai pu voir aussi via l'hôpital public, et je trouve que c'est justement quelque chose à souligner. Moi, c'était il y a 2 ans, un collègue de travail qui avait du diabète. L'hôpital public lui a reconseillé au niveau alimentation, par exemple, 70 grammes de viande maxi par jour. 70 grammes, c'est tout petit. Et moi, je le voyais au boulot manger les légumes le midi. J'observais un peu ce qu'il mangeait, des légumes crus, des salades composées. Et au bout de quelques mois, il n'y avait plus de diabète. Voilà. Et franchement, donc oui, bien sûr, on peut, et sans médicaments, et avec des conseils donnés même maintenant par l'hôpital public, ce qui est quand même à souligner comme étant quelque chose d'intéressant. Alors c'était dans un hôpital en particulier, peut-être grâce à une personne, je ne peux pas dire. Mais en tout cas, bien sûr que le diabète de type 2, dans 80% des cas, et assez rapidement, peut être éliminé. Avec bien sûr la collaboration de la personne, puisqu'il y a des efforts à faire et des changements à faire. La classification NOVA aussi serait bien mieux que les codes couleurs actuels. Le Nutri-Score, il date de 2016. En final, avec les pressions des industriels, on est arrivé à quelque chose d'un peu fade. Et puis du coup, voilà, il reste encore du chemin. Il faut savoir que le Nutri-Score, par exemple, il nous pousse à écarter des aliments sains comme l'huile de coco. Donc, voilà, au Brésil, ils ont fait Nova et nous, on applique autre chose. C'est quand même bien dommage, là encore. Donc, l'approche réductionniste a eu son utilité. C'est pareil. Quelque part, dans tout ça, il y a quelque part des critiques qui sont juste liées au fait qu'on évolue, que l'on a appris et que l'on change et qu'aujourd'hui, il faut absolument qu'on puisse franchir ces étapes-là qui semblent trop difficiles à franchir à cause du pouvoir de Big Food, comme il l'appelle, en final lié toujours pareil au nerf de la guerre et au profit de certaines industries. Maintenant, la recherche n'étant plus subventionnée pour continuer à comprendre le rôle fonctionnel des aliments, et effectivement, il faut qu'on remette aussi probablement un peu d'argent là-dedans pour avoir des études indépendantes et qu'on en déduise au niveau national nos propres recommandations qui soient faites par des recherches scientifiques et non pas par des industries qui sont forcément liées à des résultats financiers. Donc j'adore dans ce livre cette approche qui vise à rendre des responsabilités à chacun, qui nous pousse à avoir nos compréhensions sans avoir à suivre des recettes ou des règles très strictes, très enfermantes, avec des étiquettes, etc. Juste des principes. Et à chacun de cheminer là-dedans, à faire ses propres observations, ses propres essais. Et une fois encore, on redonne des bases de brut, bio, local et varié. Donc le livre est très riche en illustrations, j'en ai montré qu'une toute petite partie là.
Et il est accompagné aussi de 145 références d'études pour ceux qui souhaiteraient fouiller et puis se dire, ben ok, tout ce qui est dit là, c'est bien beau, mais ce n'est pas que l'avis de son auteur, c'est bien le résultat de faits détaillés qui nous incitent effectivement à manger vrai et à du coup laisser les aliments ultra transformés comme des aliments de secours, des aliments que l'on pourrait avoir dans un coin au cas où, mais qui devraient représenter très peu de notre source alimentaire. Voilà pour le résumé de ce livre.